Tu crois faire naître la terreur en mon cœur? Tu pars la tête haute vers un nouvel avenir, un avenir radieux. Il semblerait que ta fausseté apparaisse au grand jour. Tu ne résisteras pas à la justice du labyrinthe. Je suis comme la mort, insaisissable et inaltérable. Que demande le peuple? Un nouvel épisode de Saint Seiya Sigma? Celui-ci est un peu plus court que les autres, et il est composé intégralement de castagnes. J'ai dû sucrer les allusions de règles trop ennuyeuses tant que faire se peut, ainsi que les nombreuses crises d'hilarité. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à le jouer. Allez, en avant, et du courage. Donc, pendant qu'un crooner japonais s'époumonne dans le micro, auriez-vous des plans à ajouter au vu de l'épisode que vous venez de vivre? Ah oui, tout à fait. Moi, je vois bien un plan où nous sauvons Leda des flammes et où je découvre interloqué, abasourdi, le collier en turquoise de Lydia à son cou. Parfait. Et que je me demande, me remémorant de doux moments passés avec elle, où elle portait ce collier qui ne rend ses yeux que d'autant plus beaux. Fantastique. C'est exactement ça. Suivant. Eh bien, quant à moi, j'apparais sur un rocher entouré de flots tumultueux. J'ai les cheveux plus longs, parce que c'est la deuxième saison. Et, Quoi? Mais non. Il n'y a pas eu d'élite là. Après c'est juste une erreur de caractère design, hein, ça arrive. Je suis désolé. Et là où on revoit mes coups impressionnants, saturés de cosmo-énergie terrassant ces chevaliers noirs, aidant Démétrios à sauver Leda, ce mouvement de caméra tournant de plus en plus rapidement que seuls savent faire les mangas, me montrant en train de prendre la posture du labyrinthe face à mon adversaire, Tan du miroir qui se dédouble à l'infini devant moi, en repartant sur un pan plus large et montrant les vestiges, je sais plus quel endroit, au loin. Voilà. Les ruines d'Argos. Les ruines d'Argos. Comme le concessionnaire. Se transformant en une étoile et apparaissant dans ma constellation du labyrinthe. D'autant que le kata du labyrinthe, on l'attend à chaque épisode, on l'attend au tournant maintenant, hein, depuis l'épisode 1. Oui. Kuro, qu'as-tu ajouté? C'est ta scène. Eh bien écoute, on voit Kuro en plein combat en fait, échanger des coups à toute vitesse avec son adversaire, se faire propulser en fait contre une sorte de rayon de pylône un petit peu grec, enfin très grec même, et se relever pour repartir à l'assaut, montrant sa détermination et son courage à perdurer envers et contre tout. Excusez-moi, j'écrase une larme. À quoi ressemble déjà le décor où tu affrontes Péliclès de l'araignée, où donc effectivement ces ruines sur ce soleil écrasant? Nous sommes à l'entrée des ruines d'Argos, oui, et Naga et Démétrios se sont retrouvés au centre d'un ancien théâtre antique, et Thé du miroir et Péliclès de l'araignée sont apparus par traîtrise. Ils se cachaient derrière le mur de l'ancien théâtre, et ils ont sauté à l'intérieur de cet hémicycle, et nous nous battons soit dans la grande fosse centrale, soit sur les marches. Nous sommes en train de réduire ce... Il me semble que Tain du miroir, il a pris vraiment la peine Tain, il a vraiment pris la peine d'isoler son adversaire, hein. Oui, moi je suis dans un temple, une espèce de temple. Des ruines un peu fleuries. Des ruines un peu fleuries. Que j'aperçois un petit peu au-delà du théâtre grec dans lequel j'affronte Péliclès de l'araignée. D'accord, donc finalement vous avez déporté votre duel dans un amphithéâtre, cela me convient. Voilà. Tout à fait. Dans un colisée, que dis-je? Oui. Et donc j'ai une main sur le côté, j'ai un petit peu de sang qui perle au coin de ma bouche, et je regarde Péliclès de l'araignée droit dans les yeux, et je lui fais ton attaque était comme toi, fourbe et
et empoisonné, mais sache que la puissance, la droiture de la table m'habite. Et il est temps maintenant que tu connaisses le sacrifice de la lave. Et là-dessus, je commence à faire des mouvements et mes poings semblent devenir des poings de lave. Et je me précipite sur lui et bravo, je lui mets 4 coups de poing bourrés de lave. Et donc je vais faire... D'accord. je vais Alors, utiliser pour jouer les casse-bonbons, car c'est aussi ma fonction, c'est une attaque d'âme. C'est ce que je peux lire sur Oui. la fiche qui est à côté. Elle justifie ainsi d'un pouvoir qui peut provoquer la peur, la tristesse ou la rage de son adversaire. Et si tel n'est pas le cas, dans ce cas, ça devient une action d'âme qui est de provoquer, persuader ou d'intimider l'adversaire, une activité profondément sociale. Donc, les 4 manchettes embrasées que tu viens d'enchaîner à ton adversaire ont plus un look d'une attaque de vigueur qu'une attaque de... Le sol de l'amphithéâtre se transforme en lave et il a l'impression qu'un espèce de tsunami de lave se dirige sur lui pour l'avaler tout cru. Tu ne lui en veux pas, Kuro? Tu n'as plus l'exclusivité de l'attaque, de cette attaque illusoire. Il me semble que tu en avais une comme ça, toi. Tout à fait. C'est pas grave. Eh bien, donc à ce moment-là, naturellement, Péliclès prend une sorte de n'en croit pas ses yeux. Il tente de faire un bond prodigieux pour échapper au flot, mais c'est comme si le flot de lave dont tu l'abreuvais était doté de vie, et aussitôt il y a une sorte de geyser qui le cueille et donc l'araignée se recroqueville comme l'insecte qu'il est en poussant des mains avant de tomber lourdement sur les marches du Colisée. Il se débat en tous sens, en proie à la douleur des flammes, avant de réaliser le front baigné de sueur que tout ceci n'était qu'une illusion. Il reprend ses esprits et te scrute avec la haine dans le regard. Tu vas payer pour cet affront. Je vais te tuer lentement, crois-moi. J'aime jouer avec ma proie. À ce moment-là, il disparaît derrière une volée de marche. C'est à croire qu'il se déplace dans les ombres, car tu finis par l'entendre, sa voix aigrelette se répercute dans les ruines. Tu ne sais exactement où il se trouve. En fait, il va se faire Tu fuis, lâche! Je ne ferai plus l'erreur de t'attaquer de front. Donc, s'exclame la voix. Je commence à tourner autour de moi-même et une goutte de sueur perle sur mon front alors que je ne sais plus où est mon adversaire et que j'anticipe qu'une attaque traîtresse va venir me frapper dans le dos. Pareil à ma constellation protectrice, je me tapis dans l'ombre. Et quand tu verras la luisance de mes crocs, il sera trop tard. Je suis totalement dans la licence, hein. Vous m'excuserez, mais... Et donc, c'est genre, on a un plan où on te voit de dos et on voit une sorte de petits passages au premier plan, une sorte d'ombre, et naturellement, quand tu te retournes, il n'y a personne. Puisque tu es partout à la fois et que tu ne te cacheras pas longtemps, parce que je vais, moi aussi, invoquer la roue et je fais un grand cercle avec mes mains, de manière à ce que tu puisses apparaître devant moi, paralysé dans les bras du colosse de basalte. Nom de Dieu, mais tu... je pensais que tu allais lever le pied, mais non, tu balances tout ce que tu peux. Donc, mon cosmos. Donc, sacrifies-tu ton dernier dé d'esprit? Pardon? Sacrifies-tu ton dernier dé d'esprit et ainsi tu en serais dénué d'esprit? Oui, mais il faudra bien. Ah, tu crames un dé de cosmos. D'accord. Je crame un dé de cosmos. Attention, roulement de tambour, mon D6 donne 5! Joli. 10! Oh là là, c'est exceptionnel. Voilà! Ça m'apprendra à faire un effet de style. Tu vas vaincre ton adversaire dans un instant. Ouais! Bon, et alors... donc le colosse de basalte apparaît à 3 ou 4 endroits en même temps. Il referme ses bras. Il y en a 2 ou 3 qui referment leurs bras dans le vide, mais il y en a un qui enserre cette araignée putride dans ses bras et qui commence à serrer. Et on voit l'armure de Péliclès l'araignée commencer à se craqueler. Ok. Alors qu'il crie et au moment où son armure se craquelle, on entend ce bruit de chitine, comme quand on écrase une grosse araignée chez soi. Voilà. C'est au moment où il s'apprête à fondre sur toi que tu l'as surpris et lui a balancé quasiment à bout portant ton colosse de basalte, où tu as effectivement concassé l'araignée
comme tu l'as si brillamment décrit. Et alors qu'il s'écrase un peu plus loin au centre même du Colisée de façon théâtrale, bon, naturellement, il crache le sang, il lui reste 2 petits points, le pauvre. Il tente de se remettre sur pied, mais il en est incapable. Je te laisse encore le railler un instant, avant de me lancer dans... Tu, Périclès de l'araignée, la force de la table, immuable, présente, et qui rassemble autour d'elle la force des chevaliers d'Athéna. Comment osais-tu croire un seul instant que tu pourrais, ne fût-ce que représenter une menace pour moi? On voit juste un gros plan sur Périclès qui barmonne, qui bredouille pour lui-même. Je dois survivre par tous les moyens. Non, je ne dois pas faillir. Et à ce moment-là, donc, il tente de regagner un peu de dignité, t'en regardant par en dessous avec un sourire forcé, il déclare ne vois-tu pas que tu es perdu? Tu es pris. Tu es ma proie. Et effectivement, à ce moment-là, tu réalises soudain que il semblerait qu'il t'ait porté une attaque juste avant que toi-même tu le terrasses de ton colosse de basalte. Et tu réalises avec stupeur que qu'autour de toi s'est tissé une sorte de gigantesque cocon qui entrave tes membres. Te voici victime de la toile sanguinaire. Voici 3 points d'adresse que tu te prends dans la tête sans... Quelle est cette attaque? Quelle est cette nouvelle fourberie? Mais, diantre! Me voilà empêtré dans cette immonde toile qui semble drainer mes forces vitales et m'empêcher d'agir au moment où j'allais le terrasser. C'est pire que cela. Donc il prend la peine d'ajouter... Débat-toi tant que tu pourras, tu ne feras que prolonger ton martyre. Et effectivement, tu réalises que les non contents de t'entraver, ces fils sont tranchants comme des lames de rasoir, puisqu'on voit ton sang perler en de multiples endroits de ta personne. Oui, tout à fait. Et bien du coup, ça laisse un très léger cliffhanger le fait d'avoir échangé de runes, parce qu'il est évident qu'au round suivant, je ne serai plus là pour vociférer. Mais c'est bien, ça laisse le jeune spectateur pantelant. En est moi. Maintenant que nous passons à Naga du labyrinthe. Donc au même moment, nous avions laissé Naga du labyrinthe transi de stupeur et d'effroi face à 4 adversaires pour le prix d'un. Le plan est dramatique, clair-obscur, où je vois la multitude d'adversaires face à moi, et on voit mon regard, mais son cosmos s'est transformé. Comment peut-il se reproduire à l'infini? Et là, un bref moment de doute est dessiné sur mon visage. Et un flashback apparaît où je me revois... J'ai le droit? Bien sûr que tu as le droit. Ah bon, j'ai cru. Où on me revoit tombant à genoux sur l'île de Minos. Après un entraînement très difficile avec mon maître me regarde de toute sa hauteur. Les adversaires qu'il avait fait apparaître disparaissent et il me dit: être seul face à plusieurs adversaires est parfois un avantage. Ce souvenir me revient comme une lame marquée au fer rouge, s'inscrit dans mon âme, dans mon esprit. Et là, je commence à dessiner, à faire briller ma cosmo-énergie, à activer le kata du chant d'Ariane. Ce magnifique kata de combat qui va me permettre de déclencher cette attaque d'illusion qui va me faire prendre la place d'un de mes adversaires au moment même où celui-ci va m'attaquer. En tout cas, ça correspond c'est une attaque d'esprit qui va te forcer à investir des dés d'esprit pour faire cela. Donc, je ne mange pas du tout. D'accord. Dommage. Parce que comme ils sont plusieurs, je préfère être vigilant pour amortir les coups. On va dire que... est-ce que tu veux qu'on passe à Kuro le temps que tu réfléchisses? Vas-y. Kuro du Cerbère? Ah oui. Donc toi, tu viens d'être emporté par la pression colossale qui t'a envoyé avant de t'écraser dans une falaise où tu y as laissé ton étoile, ta marque. Et tu glisses de façon cinématique le long de sa surface. En face de toi, le gigantesque Déron du Cyclope avance lentement. Tu entends son pas pesant qui fait crisser la pierre. Et la musique correspond mieux là. Ah oui. C'est déjà fini?
Que vas-tu faire maintenant, Cerber? Implorer ma clémence? Mais non, voyons. Comme tous mes précédents adversaires, je vais t'envoyer de l'autre côté du Styx, où ton âme damnée pourrira pour l'éternité. Tu parles beaucoup. C'est qu'il me fallait juste le temps pour réunir mon cosmos. Et donc, j'imagine qu'à ce moment-là... Eh ben oui, tu justement, vois, à ce moment-là, il se lève, bien que tu t'affaiblis par la précédente attaque qu'il vient de recevoir. Il se lève et justement, il se sert du souffle du pasteur, qui est une attaque normalement de défense. Non, pardon, de vision du Styx, excuse-moi. Et justement, pour illustrer ses propos, il lui donne cette vision du fleuve qui se représente comme une gigantesque multitude d'âmes qui coulent au visage totalement émacié et creusé, qui poussent des cris un petit peu comme le tableau en fait de je sais plus qui, tu sais, qui s'appelle Le Cri justement. Bonjour, j'imagine bien, oui. Et justement, on voit Charon sur sa barque en train de plonger son âme dans le Styx pour l'y noyer. Donc, eh bien, effectivement, Deron du Cyclope, il y a peut-être dans son regard une lueur d'incompréhension et de doute alors qu'il disparaît dans les flots, alors que des ghouls semblent apparaître à sa surface pour l'y plonger. Et lorsque la vision se dissipe, bon, on est d'accord que tu lui as fait bien mal, mais comme oui, ça fait appel à une de ses résistances et qu'il a encore pas mal de ressources, la cinématique m'autorise à se gausser de ton attaque. Et donc, alors qu'il a disparu dans les flots, on entend le rire tonitruant de Deron qui commence à monter. La musique correspond bien d'ailleurs. Tu crois faire naître la terreur en mon cœur? Mon assurance est inébranlable. Je suis né pour régner. Et je le prouve. Soudain, le cyclope jaillit des flots illusoires qui disparaissent dans l'instant où ils s'en est extirpés. Et il est quasiment sur toi, au contact. À ce moment-là, je vois que Péliclès, à vouloir faire des effets de style, est quasi mort. Il faut que je te décoche à nouveau. Il faut que je déclenche que je crame un peu mes ressources pour te faire subir à nouveau la pression colossale. Mais c'est à bout portant, c'est ce qui est plus cinématique. Donc tu te prends à nouveau 2 points de vigueur, 2 points de dégâts en vigueur et en adresse. Aïe aïe aïe. Oh. Imagine quand même ce côté terrifiant de voir ce colosse gigantesque, de voir son poing gorgé d'énergie qui s'abat sur toi, qui quitte à emplir tout en champ de vision alors que tu valdingues à nouveau dans les cieux, crachant le sang et... Là, j'aurais plutôt imaginé au contraire, c'est qu'il le mettait dans le sol en fait, à un point tel que du coup il s'enfonce, si tu veux, dans un cratère et qu'on peut voir rebondir sur le contre-choc du sol, son torse remonter et du sang commencer à qui se crache de sa bouche en fait. Ça me convient. Avec ce caractéristique. Dans les japonais, on le secret. Tout à fait. Eh bien, valdingue, Kuro, et commence déjà à réfléchir à ce que tu vas faire derrière. Ça commence un petit peu à craindre pour ton cul. Tu n'es plus si loin du chaos technique, donc lance-toi. Du coup, c'est un flashback. De quand il s'entraînait contre le Banshee, qu'il a poussé au-delà de toutes les limites de son corps. Alors la musique est parfaite. Bah, on c'est le pour voit ça que chancelant, plein de boue et de poussière. On voit son armure limite fracturée, puisque cette fois-ci, il avait décidé d'y aller... Ah non, mais tu ne l'as jamais porté contre elle. Tu n'as jamais porté l'armure contre la Banshee. Encore pire, on le voit avec les os brisés, le moral à zéro. Et là, on la voit, elle, debout, droite, le toisant de toute sa hauteur, pas même touchée, pas même effleurée, avec le soleil dans son dos qui s'inflige. Et elle va lui dire... Kuro, la puissance physique ne fait pas tout. Tu comprendras bien assez tôt que dans un combat, seul gagne celui qui tient encore debout à la fin, peu importe les moyens. Tout ce que tu dois faire, c'est concentrer ton énergie en un seul point. T'ouvriras d'autres champs de perception et tu verras clair dans le jeu de ton adversaire. Et ce faisant, pour illustrer son propos, elle lui avait porté une attaque magistrale dans laquelle, l'espace d'un instant, il avait cru déceler une faille, mais bien entendu perpétrée avec tel brio qu'il n'avait pas pu esquiver. Il avait perdu conscience. Et cette fois-ci, il semble avoir compris et assimilé enfin cette leçon qui lui a été
donné par le passé. Brutalement, à plusieurs reprises. Ok, je ne peux pas t'envoyer de chips ou de bons becs, mais c'est bien dans l'esprit, c'est exactement ça. Et du coup, il se redresse. Oh, Ta pression. et la musique correspond bien, vas-y, continue. Ouais. Ta pression colossale n'est rien de plus qu'un vil tour de passe-passe. Elle ne m'atteindra plus. Oui, c'est bien ce que je pensais, j'ai dû taper trop fort. Tu n'as plus toute ta tête. Je vais t'achever. Les 2 rounds sont achevés. En parlant d'achever, les 2 rounds le sont. Revenons à Nos moutons. nos moutons, oui, nos moutons perdus dans le labyrinthe. Donc, j'en reviens à cette image où je tombe à genoux après une séance d'entraînement exténuante face à mon maître. Les adversaires fictifs nombreux qu'il avait mis face à moi et qui m'avaient vaincu, épuisé. Et où je regarde, en me mordant la lèvre, mon maître en pensant l'avoir déçu. Il me regarde et il me dit: être seul face à plusieurs adversaires peut être un très grand avantage. Pense au piège du labyrinthe. Pense au piège de Minos. Recommence. Et là, ce souvenir s'éclaire dans mon regard, dans mon âme. Et je commence par gestes lents, presque saccadés. Alors, je sais pas comment s'appelle cet effet stroboscopique dans les mangas, mais où on voit chaque mouvement des bras décalé, marquer l'image. Je commence à dessiner la posture des pièges de Minos. Tu laisses une sorte d'image résiduelle, c'est ça? Voilà, tout à fait. D'accord. Et de plus en plus rapidement, je fais briller ma cosmo-énergie. J'invoque les pièges de Minos et je me lance à l'attaque. Cette attaque qui est faite de déplacements extrêmement rapides, d'esquives, de sauts, de sauts périlleux dans l'espace me permet de réapparaître au milieu de mes adversaires, et d'attaquer avec une vitesse fulgurante pour justement compenser le nombre par la force, l'adresse. Rappelle-moi le nom de cette technique, le piège de Minos? Les pièges de Minos. Les pièges de Minos. Et donc, est-ce que Laurent pourrait par exemple éliminer les doubles à 1 et 2 et puis enlever un 3 à l'original? Tout à fait, ça me paraît le meilleur choix possible. Ah bien donc ce torrent de coups réussit quand même son office puisque alors que les Tain et ses clones se jettent sur toi et tentent de te frapper, tu échappes à leurs attaques. Voilà, donc la plupart du temps ils réussissent à parer de justesse les coups dont tu les gratifies, mais tôt ou tard il y a un coup qui finit par passer, puis un autre jusqu'au moment où l'un des clones se brise comme s'il était fait de verre, et te faisant réaliser ainsi que cette technique impressionnante n'est peut-être pas si infaillible que cela. Mon maître avait raison. Ses copines ne valent peut-être pas grand-chose quand on les martèle assez. Et effectivement, au moment où tu as achevé les pièges de Minos, un deuxième clone est passé de vie à trépas en se brisant tel un miroir. Il n'y a plus que 2 effigies de Tain du miroir qui te font face. Naturellement, la belle assurance du belâtre l'a quitté, et elle te considère avec sérieux. Eh bien, il semblerait que ta fausseté apparaisse au grand jour. Tu ne résisteras pas à la justice du labyrinthe. La justice, dis-tu? Je reconnais la valeur, la foi quand je la vois, mais si tu ne capitules pas, tu vas mourir. Un chevalier d'Athéna ne capitule pas. Il se relève toujours. Eh bien, laisse-moi mettre cette foi à l'épreuve. Et la musique est bien synchrone aussi sur ce coup-là. Et à ce moment-là, les indissociables jumeaux du miroir commencent à déployer leur cosmo-énergie. À ce moment-là, ils s'exclament que la danse des ombres te terrasse. Et à ce moment-là, ils semblent se démultiplier à l'infini, en fait. C'est-à-dire que partout où tu portes le regard dans ce paysage qui est quand même assez enchanteur, ces ruines où la végétation a repris ses droits, où la plupart des piliers sont comme prisonniers de roseraies, partout où tu peux porter le regard, il y a de là un Tain du miroir donc qui te toise. Et à ce moment-là, tous ensemble, cette marée humaine se jette sur toi, poing en avant,
pieds et poings en avant et tu es roué de coups. Naturellement, la plupart sont illusoires, mais tu sens le choc de certains d'entre eux bien réel. Allez, coriace, hein. Coriace l'oiseau. Il est temps de meuler un peu un bon coup. C'est dommage que le dé de Cosmos t'ait trahi. Mais ne t'inquiète pas, tant que tu garderas la foi, tu pourras l'emporter. Donc, terreur, malheur. Donc c'est à moi là. Oh oui, lorsque les clones illusoires se dissipent, tu es seul, peut-être que tu as un genou à terre. Oui, tout à fait. J'ai l'armure, souillée par les coups. J'ai cette lèvre tuméfiée où perle une goutte de sang et mon regard vibrant sous la haine, sous la colère et la faiblesse qui se sont installés en moi. Et je repense à cette petite Lida, c'est ça, c'est Lida. Hein. Lida. Je repense à cette petite Lida qui pleurait pour vis-à-vis de ses parents. Je me dis non, je ne peux pas abandonner maintenant. Je redresse tout tremblant ma stature. Je gonfle mon torse, mes épaules, je serre mes poings jusqu'à en blanchir mes phalanges. Et tu n'as pas encore goûté à toute la colère du labyrinthe. Et là, je déclenche le chant d'Ariane. Je commence à dessiner cette attaque caractéristique vis-à-vis de cette multitude tout autour de moi, à embraser mon cosmos, et il y a une image en surimpression du visage de la petite Lida qui sanglote, qui passe devant moi, et de toutes mes forces, je déclenche l'attaque, le chant d'Ariane, où j'apparais, je transmute, j'échange entre mes adversaires et à chaque fois je donne des coups de toute ma puissance. D'accord, une attaque illusoire qui se respecte. Quel dé sacrifies-tu pour cela? Bah ça va être le 6. Naturellement. Il est temps que ça meule. Et je tenterai bien une attaque cosmique encore. Avec ça, tu peux quand même te débarrasser du clone si tu le désires. Et ce serait pas un mauvais calcul. D'accord. Parce que le bougre est résistant. Vas-y. C'est affreux parce que je me dois de riposter avant de laisser la main à tes camarades et du coup t'accorder un peu de répit. Que vais-je te faire subir maintenant? La danse des ombres t'a bien ébranlé. Pour le moment, je vais jouer comme un miroir qui semble perdu dans son propre reflet, Tan du miroir. Je lui lance ça quand j'ai brisé quelques ombres. Et naturellement, à la fin, lorsque ton attaque s'est achevée, Tain est désormais seul. Tu as vaincu des simulacres. Tu sembles bien peu de choses face à un chevalier d'Athéna. Dis-je, tu méfiais. Vous tremblez, Néron, et chantez votre chute branche. J'ai tué pour survivre dès mon plus jeune âge. Et tu me rappelles certaines de ces bêtes acculées qui voyaient venir leur dernière heure. Tu tiens à peine sur tes jambes. Ce combat ne durera plus très longtemps. Et en fait, son attaque se résume à cela. T'écraser sur sa confiance. C'est donc une attaque qui ne me coûte absolument rien. C'est mon option diatribe. Et en fait, tu prends 2 points de dégâts que tu répartis à ta convenance entre l'esprit et l'âme. En gros, concrètement, si on regarde bien les scores, tu es très déterminé. Mais tu commences à être franchement épuisé. C'est bien qu'il y ait une certaine asymétrie entre les combats. Bon, revenons aux favoris dans les chaumières. Démétrios de la table, revenons au cocon dans lequel nous t'avons laissé. Je vais dans un premier temps m'extirper de son attaque de sa toile sanguinaire, de manière à pouvoir récupérer de la mobilité et m'approcher de lui alors qu'il est toujours enfermé dans mon colosse de basalte pour le toiser d'un regard perçant. Du coup, donc tu sacrifies un point d'adresse, si j'ai bien suivi.
Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Et je lui retire un point sur son D2. Ok. Bah, tu as parfaitement compris le côté abstrait de la chose, puisque tu l'as pas vraiment. Là, dans la fiction, ça collait bien effectivement de justifier que tu t'extirpais de ton cocon. Donc, bon, j'imagine que l'espace d'un instant, l'image de Démétrios c'est floue et les fils de la toile tombent lourdement alors que tu jaillis comme un trait de lumière hors du cocon. Et la musique correspond parfaitement au prodige que tu viens de réaliser. Et c'est à lui maintenant, que fait-il? Eh bien, l'avantage, c'est qu'il je pourrais tenter de le faire fuir. Et je peux le faire fuir. Puisque je vais à nouveau me relancer à nouveau dans ce petit jeu de cache-cache. Et à ce moment-là, il s'exclame, alors qu'il est vraiment terrifié, hein, il a vraiment les yeux exorbitants, en voyant avec quelle aisance tu as pu t'extirper des liens de la toile sanguinaire. À ce moment-là, il finit par cracher, comme la bête apeurée qu'il est. Pour satisfaire le maître coûte que coûte, je me dois de rester en vie, de survivre à cet affrontement. Et à ce moment-là, il fait une sorte de bond en arrière et se fond dans les ombres, comme il l'a fait précédemment. Donc on utilise exactement les plans de l'attaque précédente où tu me surprends. Est-ce que tu veux le sécher? Est-ce que tu veux le sécher ou est-ce que tu veux le laisser fuir? Sachant que si tu le laisses fuir, il reviendra peut-être plus tard. Remis de utiliser mon âme pour le convertir. Et tu supprimerais ainsi un dé de 3? Tu sacrifierais ainsi un dé de 3 alors que... Si c'est pour le ramener du côté de la lumière, du côté des vrais chevaliers, étant donné que mon ambition est de créer un monde meilleur autour de l'ordre des chevaliers, oui, bien sûr. Et oh là là. Tu fais passer la beauté de la fiction avant l'avantage tactique. Oui. D'accord. Je suis un comme ça, moi. J'aurais élevé mon duel à un niveau supérieur. Ma victoire n'en sera que d'autant plus éclatante complète contre l'ordre des chevaliers noirs et ce fameux maître. M'attaquant dans le dos, je me retourne et je lui dépose je lui prends son bras d'une de mes mains et je le plonge mon regard dans ce regard. La musique est parfaite. Ah bon? Je lui transmets à travers mon regard, presque par la pensée, et je lui fais comprendre qu'il doit abandonner le maître. Le maître l'a trahi. Regarde, tu as perdu, il n'est pas venu t'aider, ni aucun de tes camarades. Viens avec nous, les chevaliers, car nous sommes unis, car nous ne faisons qu'un, et nous servons Athéna. Nous ne sommes pas elle n'est pas notre maître, notre maîtresse. Elle est la figure de proue que nous suivons volontairement vers un monde meilleur. Et tu peux aussi faire partie de ce monde, Périclès de l'araignée, si tu abandonnes maintenant les chemins dans lesquels tu t'es fourvoyé pour ouvrir ton cœur à la pureté cosmique des chevaliers d'Athéna. Et là, je fais rayonner évidemment mon cosmos pour lui faire comprendre toute l'ampleur de son erreur. Le monde et les gens sont tous pourris jusqu'au dernier. Je ne crois pas à tes belles paroles. Mes parents m'ont repris la vie qu'ils m'ont donnée. Je déteste le monde entier, tu m'entends? Tu détestes le monde entier parce que le monde entier te déteste. Tu détestes le monde entier parce que tu as l'impression que le monde entier te déteste. Parce que jamais personne ne t'a montré de l'amour, parce que jamais personne ne t'a donné la chance de recevoir et toi-même de donner de l'amour. À ce moment-là, naturellement, il te coupe en s'exclamant Caglio, lui, mon maître, lui est le seul à m'avoir tendu la main, et je le sers désormais. Et tu sais, t'es sûr qu'il t'a tendu la main ou qu'il... Plutôt, moi je pense qu'il t'a enfermé dans un autre piège. Regarde cette armure, elle est comme la toile d'araignée, la toile sanguinaire dont tu m'as affligé tantôt. Elle t'étreint, elle te corrompt, elle t'embrigade. Moi ce que je t'offre c'est une armure de lumière, une armure qui te permettra de te libérer, qui te permettra d'être toi-même au fond de toi-même et même au-delà. Ne te laisse plus l'esprit engoncé dans la noirceur de tes pensées. Libère ton esprit, fais-le s'envoler comme l'oiseau qui est libre. L'araignée est prisonnière de sa toile, elle ne peut s'en séparer sous peine de mourir. Moi je t'offre de devenir un oiseau qui va voler libre dans le ciel. Viens, regarde. Moi aussi je te tends la main, mais cette main est là pour te libérer. Tu le vois qui
qui est profondément ébranlé par tes paroles, et qui fixe ses poings gantés de noir avec perplexité. Lentement, son regard glisse à nouveau dans le tien. Ses lèvres tremblent. Regarde, Périclès, je te libère, et je mets une pression sur son armure à un endroit où je l'avais fissuré tantôt grâce à mon colosse de basalte, de manière à ce que son armure tombe en morceaux et qu'il se retrouve... Donc effectivement, je te l'accorde, son armure se brise, et le voici juste avec sa bête tunique d'entraînement en dessous, comme c'est souvent le cas. Il finit par mettre un genou à terre et déclare piteusement... Je suis à ta merci, tu as tout droit sur le vaincu que je suis. Tu n'es déjà plus un vaincu, Périclès. Tu es déjà un futur ami. Relève-toi. Sois digne. Sois fort. Sois libre. Ben, il se lève en tremblant, ne croyant pas à sa chance, bercé par les espoirs dont tu le gratifies. Franchement, les gars, mutez vos micros, c'est plus possible. On entend un applaudissement qui retentit dans le Colisée qui était jusque-là, qui avait retrouvé son calme. Noumal de la Gorgone est là, rappelons-le, à la fin de la partie précédente, on avait déclaré que Noumal ne s'était pas éclipsé, que Noumal avait pris la peine d'observer l'affrontement de la table. Que voilà un ravissant tableau. Tu te paies le luxe de la victoire psychologique. Tu es plein de surprises, Démétrios de la table. Naturellement, à ces mots, Périclès de l'araignée se tasse à nouveau, se tapis, retrouve toutes les propriétés de l'insecte en se faisant plus bactère. Périclès, fuis. Tu nous as couverts de honte. Nous n'avons plus besoin d'un faible comme toi dans nos rangs. Va, décède donc ailleurs. Je ne veux plus voir ta carcasse. Périclès hésite, fait quelques pas en s'éloignant de toi. Démétrios, il te lance un main. Je lui donne un de mes bracelets et je lui dis va au sanctuaire. Ce bracelet sera ton laissez-passer. Tu n'avais pas ce bracelet à la scène précédente, mais il vient d'apparaître comme par magie, car la fiction l'exige. Mais ne fuis pas. Tu pars la tête haute vers un nouvel avenir. Un avenir radieux. Périclès tente de trouver la force dans les paroles réconfortantes dont tu le gratifies. Il serre entre ses doigts de ce laisser-passer que tu viens de créer de toutes pièces. Il commence à remonter les marches dans la direction opposée de Noumal. Noumal le toise avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et il finit par s'exclamer un tonitruant « Bouh !» Et Périclès détale de plus belle. Son apprentissage sera encore long, mais il y arrivera. J'ai confiance. Quant à toi, Noumal de... La Gorgone, c'est ça? La Gorgone, oui. Oui, Noumal de la Gorgone. Descends, si tu es un vrai chevalier. Il se contente aussi. Viens subir le jugement de la table. Dans ton triste état, tu ne tiendrais pas plus de quelques minutes face à moi. Soyons sérieux. Et je sens le cosmos de tes camarades qui décline. Ne vois-tu pas que votre fin est proche, que toutes tes belles paroles ont peu de poids, alors que la défaite vous attend? La victoire est déjà bien supérieure à toute celle que tu pourrais emmagasiner, engranger en me défaisant ici et maintenant. Dis-moi, Démétrios, est-ce que tu as apprécié mon présent? Quel présent? De quoi parles-tu? Tu ne vois pas à quoi je fais référence? Ce souvenir du passé. Et là, on voit un gros plan sur mon visage, plein de surprises. Le moment où Démétrios prend conscience que le collier... Où as-tu ce collier? Qu'as-tu fait à Lydia? À ce moment-là, il se fend d'un rire effroyable. Et si tu veux les réponses, viens les chercher. Et il bondit, il se laisse tomber derrière la colonnade sur laquelle il reposait. Et tu le vois qui commence à s'éloigner à grande vitesse.
Et Bien là, sûr. nous allons achever la scène là, naturellement. D'accord, bien sûr. J'imagine parfaitement que tu lui emboîtes le pas, que tu te précipites à ses trousses, et très vite, les spectateurs se rendent compte que c'est un jeu pour Noumal de la Gorgone qui s'assure de ne pas te perdre et de te laisser des petits cailloux blancs pour que tu puisses le suivre. Et de temps à autre, Oui. tu l'entends rire. Et m'empêcher de voler au secours de mes camarades, par là même. Bien sûr. Bien sûr. Suivant. Tu n'as plus toute ta raison. C'était quoi déjà? Tu perds l'esprit, j'ai dû frapper trop fort. J'ai dû frapper trop fort. Oui, voilà, c'est ça. Je vais maintenant t'achever. Subis pour la dernière fois la pression colossale. Et à nouveau, donc, on a les mêmes stock shots de l'épisode précédent où il arme un point titanesque gorgé d'énergie. Il n'a que 5 points. Je pense que tu peux réussir à le meuler. Mais pour ça, il va te falloir cramer un de tes précieux points de cosmos. C'est ça. Mais je peux pas. Est-ce que je peux faire une sorte de contre-attaque, tu sais, genre j'ai réellement vu à travers son jeu. Bien sûr. Est-ce que c'est. C'est totalement Ok. recevable et ça ne t'impose en rien quelque dé que ce soit. Hein. Je pense que ça va de pair avec le fait que ta dernière action était effectivement une analyse d'esprit, donc ça cautionne ta contre-attaque. Ok, bah je vais faire le souffle du passeur du coup. Je suis comme la mort, insaisissable et inaltérable. Ta pression colossale n'est rien de plus que la piqûre d'un moustique. Sache tout de même que là, dans la cinématique dont je te gratifie en le faisant attaquer le premier, si tu ne le sèches pas, il risque de te faire des dégâts derrière, hein, donc tu devrais quand même essayer de le one-shotter. Ah d'accord, ok, bah alors à ce moment-là je vais plutôt lui faire un croc du Cerbère. Voilà. Pour finir par ce par quoi on a commencé. 4. Oh. Même c'est largement suffisant pour le vaincre. Ah bah écoute, cette fois-ci, vu que c'est l'attaque finale, on le voit qui se concentre, Du coup, sa cosmo-énergie qui brille, un gigantesque Cerbère qui apparaît dans son dos, et là on ne voit plus le chevalier, mais on voit ce Cerbère, cette bête titanesque, qui se jette sur lui pour l'emprisonner dans ce croc et fracasser son armure jusqu'à lui fracasser la colonne vertébrale. tant qu'à faire, pourquoi se priver? Et donc au moment où il s'apprête à t'abattre la pression colossale, à nouveau ce point titanesque qui Je s'abat peux sur choisir toi, de ne pas le tuer. ça me paraît mal barré. Si tu l'achèves avec les crocs du sabbat, je pense que tu le tues. Hein. Ah, ok, bon bah tant pis. T'inquiète pas, plus tard peut-être que tu auras quelqu'un que tu auras envie de maintenir en vie. À ce moment-là, donc, tu t'exclames effectivement les crocs du Cerbère. On lit la stupeur sur le regard du Cyclope alors que tu esquives son attaque sans le moindre mal, comme si tu dansais le long de sa sphère d'énergie. Et ton attaque le cueille. Elle le cueille où les crocs du Cerbère? Au niveau de la jugulaire, et vu que c'est une attaque qui est censée représenter quand même les crocs d'une grande bête, ça part de la jugulaire en fait pour le plus proche de la mâchoire, et ça part en biais en fait jusqu'en bas en fait au niveau de l'aine. D'accord. Eh bien, le Cyclope, l'armure du Cyclope vole en éclats alors qu'il pousse un dernier cri de stupeur. Non, c'est impossible! Je ne peux point être vaincu! Et aussitôt, la vie quitte son corps alors que ses pupilles se figent et qu'il s'écroule dans un râle. Ils n'ont fini plus de s'écrouler, rappelons-le, car c'est une montagne. Et tu retombes prestement après l'avoir traversé de part en part. Tu as vaincu ton adversaire. Comme s'il pouvait en être autrement. Bien, ça fait que tu l'as séché en un round. Démétrios a été de façon fort vile éloigné du lieu du combat. Nous nous retrouvons face à un naga du labyrinthe qui est en fâcheuse posture jusqu'à preuve du contraire face à Teigne du miroir. Tout à fait. Kuro, je te laisse quand même une scène de plus dans la couleur, histoire de te faire satisfaire de ton triomphe ou de t'inquiéter de tes petits camarades, histoire de te donner un minimum de temps de parole. Bah écoute, Car ta performance te réduit ton script. il est poussé de son armure, très digne, très... Ah, j'ai triomphé, quoi, c'est moi le beau gosse. Et il va se mettre assez rapidement en route, sans même accorder un regard à son ancien adversaire. Il va se mettre rapidement en route pour s'inquiéter de la survie de ses camarades. Car même s'il ne le montre pas, et qu'il est ténébreux et solitaire,
Ro est inquiet. Il a toutes les raisons de l'être. Bien, donc revenons à Naga du labyrinthe, toujours dans son décor apaisant, qui sera pour lui le parfait linceul. Tout à fait. Face à lui, t'as une du miroir qui tente de masquer peut-être l'ombre d'un doute. Car même si ton corps semble brisé, tu es toujours debout. Mais tu as l'initiative, Naga du labyrinthe. Donc quel est ton plan d'action pour ce round-ci, avant que nous commencions à déblatérer et à nous gargariser de notre propre classe respective? Eh bien, face aux innombrables simulacres de ce sinistre personnage, je décide de rappeler toute la rage du Minotaure et je m'élance, car dans ma faiblesse et ma haine éperdue, je ne vois qu'un seul chemin, celui qui transcende le labyrinthe, c'est-à-dire la ligne droite. Je charge, tout simplement. Voilà qui est subtil. Cependant, Voilà. et là c'est affreux, je dois encore te rappeler le poids implacable des règles. La charge Minotaure est une attaque de vigueur. Tu n'as plus de dés de Cosmos pour justifier de dépasser le chiffre minimum qui est exigé de 3 points de dégâts. Ah oui. Tu n'as pas le droit. Tu m'entends? Tu n'as pas le droit d'espérer lui faire une attaque cosmique avec seulement... Est-ce que je suis obligé d'attaquer, en fait? Est-ce que je peux me mettre en défense? Oui, et dans ce cas, rester en défense, ça s'appelle ruser, ce serait claquer une action d'esprit. Hélas, l'esprit n'est plus vraiment de ton côté. Donc je te conseille, c'est juste de y aller avec soit une attaque... tu n'as pas en fait, tu as plein de dés d'âme, mais tu n'as pas d'attaque pour les légitimer, donc... tout ce que tu peux faire, c'est tenter de le provoquer, de l'intimider, de lui parler de ta foi inébranlable, d'autant que ça se prête à la situation, puisque à la fin de ta diatribe, il va se rendre compte que, mon Dieu, Péliclès et Déron ont mordu la poussière. Très bien, je vais faire ça. Donc je lui dis que les chevaliers d'Athéna n'abandonnent jamais, même quand ils ont les 2 genoux à terre, ils se redressent, quoi qu'il se passe. Même si leur vie est en jeu, rien ne les arrête. Car même si je tombais aujourd'hui, un autre prendra ma place. Et ça, je sais que tu le sais, car je le vois dans ton regard. Nous avons donc trouvé un terrain d'entente. Effectivement, pour le bien de la cause, je peux affirmer moi aussi que mes semblables sont remplaçables. Fort bien, si tu vois toi-même ta dernière heure venue, je vais donc te t'ôter la vie, et j'attendrai patiemment que tes camarades tentent de venger ta mort. Je le fais aussi pour Altesse. Je lui dois bien cela. Et alors qu'il prend une posture de combat, soudain, tu le vois se figer, regarder de part et d'autre, et il finit par marmonner en son fort intérieur, mais je n'arrive pas à le croire. Et toi-même, tu as senti le triomphe de tes camarades. Donc tu peux éventuellement ajouter une réplique bien sentie pour lui dire « Te voilà bien baisé !» Eh bien, tu vois la toute-puissance des chevaliers d'Athéna. Vous êtes bien peu de choses face à nous, si ce n'est que les simples désirs de votre maître. Et il ne pèse pas bien lourd face à la détermination des chevaliers d'Athéna. Et là, je fais briller ma cosmo-énergie dans toute ma faiblesse. Oui, je vois ça. Parce que t'aimes bien. Du coup, il finit par déclarer... Nous avons été aveuglés par notre orgueil. Je dois en finir avec toi sur le champ. Sans cela, je serais peut-être en fâcheuse posture. Bien, Naga du labyrinthe, tu m'as amusé le temps que ce combat a duré. Meurs donc, à moi la danse des ombres. Et une fois de plus, il réalise la même attaque que précédemment. Les simulacres qui l'entourent se font toujours aussi nombreux et cette marée humaine se déverse sur toi. Et il te roue de coups. Et tu sembles vraiment décéder dans l'instant, quoi. C'est-à-dire que tu pousses des cris de douleur et tu vas t'écraser dans un pilier où tu restes inerte et où les spectateurs haletants te croient mort et où Taille du miroir se tombe souplement alors que ces simulacres disparaissent les uns après les autres. Voilà. Et il déclare simplement toute compassion est une faiblesse. Ta défaite marque une fois de plus l'hégémonie à venir des Chevaliers Noirs. Et donc tu crames
un point de cause. Et donc, alors qu'il commence à tourner les talons pour partir à la recherche de tes compagnons, eh bien, tu... Pas si vite, j'ai pas encore assez pris ma raclée. Pardon, ça m'a échappé. J'ai un sursaut dans ma léthargie. Il se fige et te contemple avec une réelle stupeur. Quoi ? Mais tu es mort, j'en ai la certitude. Donc il hésite en te fixant. Que fais-tu, Naga Je suis un chevalier d'Athéna. Je suis un chevalier d'Athéna, je te l'ai dit. Quand on tombe, on se relève toujours. Et sinon, un autre nous remplace. Tu n'en as pas fini avec nous. Je lis la peur dans tes yeux. Tu auras beau me tuer autant que tu le peux, nous serons toujours là. Ce qui correspond à la limite à une attaque d'âme. Je tente vraiment de mettre en avant tes ressources pour renier ces dés. Après je fais ça au roleplay, donc c'est vrai que je pense pas forcément mais oui, on va dire une attaque d'âme. Mais c'est dit très bien. Hein. Il serre les dents et perd sa belle assurance et son arrogante sérénité, en fait, tout simplement. J'ignore par quel miracle tu peux encore tenir debout. Mais cette fois, tu ne te relèveras pas. Il se jette sur toi et en fait te martèle de coups. Ce qui fait gémir une partie du public féminin en voyant les faibles que tu es se faire marteler et punir de la sorte. C'est une attaque gratuite pour moi qui t'inflige 2 points de dégâts répartis entre ta vigueur et ton adresse. Kuro, si tu étais... Non, mais vas-y. Tu peux débarquer sur ces entrefaits. Ça me fait chier d'intervenir en plein milieu de son combat. Vas-y, laisse-moi crever, ce sera tout à mon honneur. En fait, c'est ça, mais... en fait... Non, mais vas-y, un test s'il doit frapper. Officieusement, en méta, la seule chose qui puisse justifier ça, c'est quand tu as l'air d'être vaincu. Donc en fait, c'est juste un repos cinématique que tu t'autorises, et en fait, ça me permet de déclencher la mécanique de récupération de tes dés. Donc en gros, si je me demandais justement comment on en récupérait. Si ça te convient, tu es laissé pour mort là cette fois. C'est-à-dire que tu ne te relèves pas, tu le vas une fois de plus. J'ai pas de problème avec ça, fais au mieux. Y a pas de souci. Tu tombes dans un parterre de fleurs, laissant une sorte de traînée parfumée derrière toi, et tu ne bouges plus. Et donc à ce moment-là, Kuro, tu peux le serrer de la défaite. J'entends mon maître qui m'engueule. Du coup, moi, de rage, puisque c'est en partie la rage qui l'anime, d'avoir fait du mal à l'un de mes amis, entre guillemets, en tout cas, au moins à l'un de ceux qui avaient réussi à gagner mon respect. Je vais sans doute me ruer sur... Naturellement, rappelons-le que tu es tremblant, tu es épuisé toi-même de ton adversaire, de ton combat contre le terrible Deron. Et ne peut-on puiser dans cette... dans nos dernières ressources, quand on voit son collègue et ami, la personne qui a réussi à gagner notre respect pour... dans la mesure où tu dépasser justement les limites de... Pour le moment, je dirais, dans ce cas, crame un dé de Cosmos. Tu as des ressources, toi. Ah, mes amis, ça fait chaud au cœur. Eh oui. Nous sommes là les uns. Ne dis rien, tu es inconscient pour le moment. On va lancer ta cinématique après avec le... Si. Eh ben voilà. Ça y est. Qu'est-ce que tu lui lances avec cette attaque de cosmique? Quel est le domaine que tu choisis? Produit Cerbère. Ok, donc ça crame le dernier dé de vigueur qu'il te restait. Donc en fait ça va être bien sympa, ça va être bien dans la licence, puisque avec ça, Naga va sans doute le vaincre derrière. L'écran du Cerbère fulgure en direction de Thane du Miroir qui tente de parer le coup avec stupeur. Donc ses pieds laissent derrière lui une sorte de traînée alors qu'il s'enfonce limite dans le sol pour dévier la puissante déflagration d'énergie. Et donc il s'époussette légèrement et déclare ta rage est légitime. Eh bien, Kuro du Cerbère, si tu tiens tant à retrouver ton ami, je vais t'aider à le rejoindre. Il s'exclame que la danse des ombres te terrasse. C'est à nouveau ces simulacres qui apparaissent, qui te martèlent de coups. Et te gratifie donc de 3 points de dégâts à prendre exclusivement dans l'adresse. Il me semble que tu n'es pas trop gâté ces temps-ci. Donc, pour la cinématique, on va te laisser à -1 pour l'instant. Je tombe à genoux, essayant de faire toujours barrage pour mon camarade
pour l'instant tomber au combat. Oh, c'est beau. D'autant que tu te retrouves à -3. Oh. Et bien donc tu te fais marteler par cette armée humaine et tu retombes lourdement au sol car naturellement le combat contre le cyclope t'a déjà grandement affaibli. Et à ce moment-là, Taine du Miroir retombe à nouveau souplement de la même façon qu'il l'a fait lors de son attaque. Recyclage de Celudo une fois de plus. Il s'exclame « Bien, il ne reste plus qu'à retrouver leur dernier camarade. Et les chevaliers de bronze ne seront plus qu'un mauvais souvenir. » Eh bien, alors qu'il s'apprêtait à partir à la poursuite du chevalier de la table, dis-moi de quelle harangue tu le gratifies. Je me relève en tremblant de tout mon corps, toute mon âme. Je vois que Kuro du Cerbère m'a protégé de son corps des impacts du Viltan du miroir. Qu'est-ce que j'ai dit? Rien, c'est lui qui a l'esprit mal tourné. Il sera châtié pour cela. En temps et en heure. Parce que là je fatigue, alors je peux bafouiller. Pas si vite, Tan du miroir. Tu n'en as pas fini avec les chevaliers d'Athéna. On n'en finit plus avec la bande-son héroïque. Quoi? Mais que faut-il pour que tu passes le vie à trépas? Il faudra te le dire combien de fois. Quand un tombe, un autre revient. Par la charge du Minotaure. Et je le traverse dans un plan ralenti où on voit juste, figé dans un point tendu où je le traverse avec le symbole du Minotaure chargeant dessiné. Alors que tu fonces sur lui, il s'exclame tu ne me vaincras pas avec cette attaque. Tu as déjà échoué la première fois, tu échoueras à nouveau. Et là, il est stupéfait parce que, cette charge semble renouvelée d'une sorte de ferveur que ne possédait pas la précédente. Il lui est impossible d'échapper à cette attaque titanesque. Il m'amène juste une dernière fois. C'est impossible. La charge le cueille. Tu le traverses de part en part. Il est soulevé du sol, il virevolte dans les airs dans un cortège de pétales. Oui, parce que vous avez fini dans un champ de fleurs, rappelons-le. Tout à fait. Et il finit par tomber lourdement au sol, raide mort. En voici un qui ne rejoindra pas la bonne cause non plus. Ça ne sera pas une victoire morale. Il ne m'a pas trop laissé le choix. La vengeance conduit toujours à la mort. Eh bien, je vous laisse jouer une petite scène entre vous, Kuro du Cerbère et Naga du Labyrinthe. Donc je me dirige vers Kuro en repensant à la scène où il a fait rempart de son corps. Kuro, mon ami, je le prends dans mes bras. Kuro. Ah, c'est donc cela un ami, moi qui ai toujours connu la solitude de l'île de Minos. Je commence à comprendre ce que c'est que la fraternité des chevaliers. Et grâce à lui, il m'a sauvé la vie et j'attends qu'il se réveille. Voilà. Eh ben, Kuro du Cerbère se réveillera quand il le décidera. Peut-être que ce sera dans la séance suivante, du coup. Oui. Ouais, je pense que ça le fait. Donc, on craquera ton joker pour que tu récupères ce que bon te semblera de la même façon à la prochaine séance. D'accord. Bien. Donc, le clap de fin au moment où on voit le moment où petit à petit vos cellules commencent à avoir un côté crayonné qui signifie le to be continued. Ouais. Voilà. Donc on s'arrête sur cette scène où donc on voit Kuro qui dort du sommeil du juste, Naga du Labyrinthe profondément ému de connaître pour la première fois ce qu'est de se battre aux côtés d'un frère d'armes. On a un plan sur Taine du Miroir terrassé, le regard l'éphébe et donc ne rit plus maintenant et ne rira plus jamais d'ailleurs. On a un plan sur Deron du Cyclope plus loin qui est affalé de face contre terre. On a un autre plan sur Pédiclès qui se retourne avec les ruines de Kéros dans le lointain, en proie à une émotion indéchiffrable. Et la dernière scène que l'on voit, c'est Démétrios de la table, le cœur vaillant, les poings serrés, qui ne cesse de courir après Noumal de la Gorgone, qui ne cesse de ricaner.
Et voilà, la suite au prochain épisode. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à le faire savoir. En attendant, Black Knight botte en touche, c'est la vie. Du coup, je réfléchis à ce que je pourrais proposer en ligne, histoire de nous changer un peu l'ambiance. À bientôt camarades, et merci de nous suivre.